Baby One, la femme par excellence, c'est ce programme que vous suivez, très chers téléspectateurs, partout où vous êtes. Sachez très bien que vous êtes sur la bonne chaîne, à la bonne heure, parce que nous allons passer un moment de bonheur. Nous allons voyager, nous allons découvrir, nous allons parler d'un thème très spécial. Comme d'habitude, nous nous retrouvons sur ce plateau avec beaucoup de personnes qui viennent ici partager leur avis, partager leur expérience, partager leur parcours, inspirer la jeunesse, mais aussi éduquer, édifier et apprendre. Nous sommes ici chaque semaine, nous passons des très bons moments, nous avons un joli public et magnifique comme d'habitude. Je vais présenter en tout cas mon public, donc je vais demander à tout le monde de pouvoir s'acclamer pour. Acclamer encore un peu plus fort, non? Et donc, c'est comme ça que commence toujours cette émission. Au-delà du public, j'ai toujours des co-présentatrices. J'en ai deux aujourd'hui. Je vais commencer par Bertie. Bonsoir. Bonsoir, Yushi. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Bien habillé, les couleurs? Merci, toi aussi. Bienvenue sur Baby One. Merci. On l'acclame quand même, non? Et je vais passer de l'autre côté. Aurélie, bonsoir. Bonsoir, Yushi. Ça va? Ouais, ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Boyo Kanaki, hein? Non, même pas, c'est juste une coïncidence. On les applaudit quand même, hein? Sinon, ça va? Ouais, ça va. On a ça levé les mesures, donc c'est la boîte va. Ouais, on est content. jusqu'à 3 heures. Maintenant, on fait la fête. Quand on veut. On l'acclame quand même, hein? Alors, on reste chez toi pour dire que nous avons une dame ce soir. Oui, nous avons une invitée. Pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, c'est une invitée spéciale que l'on reçoit aujourd'hui. C'est Madame Tina Salama, qui est la porte-parole adjointe du chef de l'État. Bonsoir Madame Tina, ça fait plaisir de vous recevoir dans Baby One. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Merci à Aurélie, Bertie et Monsieur Yoshi. Et tous les publics, merci d'être venus pour moi, pour vous. Donc on est ensemble. On l'acclame quand même, non? Alors madame, c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Moi j'aimerais savoir, beaucoup de gens ont peut-être connu madame Tina après votre nomination au poste que vous occupez aujourd'hui, mais moi j'aimerais savoir un peu, et d'autres personnes qui ne se sentent curieuses, de savoir le joli parcours qui se cache derrière cette grande dame que vous êtes. Alors, ce serait peut-être prétentieux de dire qu'il y a des gens qui me connaissaient, que beaucoup de gens me connaissaient. Mais s'ils me connaissaient, en fait, c'est par rapport à mes années journalistes, parce que j'ai, en tout cas, un très, très long parcours comme journaliste. Et puis, à la même radio, j'ai pas été... je ne me suis pas vraiment éparpillée. Et donc, j'ai commencé très tôt à Bukavu, quand la mission onusienne commençait, la MONUSCO. Et donc, j'étais recrutée comme stagiaire. Donc, j'étais très jeune, j'étudiais encore la communication à l'université. Et donc, je n'ai plus jamais quitté Radio Kapi de Bukavu en 2002, je pense par là. Je suis venue à Kinshasa en 2003, j'ai enchaîné. Comment dire, quand je suis arrivée, d'abord à l'Est, j'étais reporter. On allait dans les zones en conflit et tout le reste, avec des hélicoptères de la MONUSCO. On allait dans ces zones qui étaient occupées par les groupes armés et tout le reste. On a vu des jeunes filles violées. Donc, c'est une très belle expérience, mais qui m'est arrivée très tôt, très jeune. Donc j'étais un tout petit peu perturbée, mais bon, c'était quand même assez normal parce qu'on était pratiquement en train de sortir des deux guerres. La première guerre, l'entrée de l'AFDL, ça fait beaucoup de ravages plus à l'est du pays, peut-être qu'ici, dans la partie ouest, on va dire. Et donc il y a eu la deuxième, celle du RCD Goma. Et donc quand la mission onusienne, la MONUSCO ouvrait, il y avait un projet radio, et donc j'ai été prise, comme je vous le disais. Et donc après, je n'ai pas fait beaucoup de temps à Bukavu, chez moi, où j'ai grandi, où il y avait ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et tout le reste. Donc j'ai dû quitter. Kinshasa voulait que je vienne aider le desk Swahili, comme je parlais Swahili. Je venais d'une zone Swahili. Donc il fallait que je vienne un peu, renforcer ce desk-là. Et donc je suis venue à Kinshasa. À l'époque, le pays était coupé en trois, vous vous en souvenez. Donc il y avait la partie RCD, Goma, il y avait la partie MLC à l'Équateur et puis l'ex-composante gouvernement. Donc c'est dans ces contextes-là que moi j'arrive avec un avion de la MONUSCO et tout le reste. C'est la première fois que j'arrive à Kinshasa, en 2003, voilà. Et donc j'ai commencé dans ce desk-là Swahili, j'ai présenté le journal en Swahili. Après j'ai été dans d'autres programmes, des émissions culturelles, Métissage, je m'en souviens. Après Métissage, on m'a demandé de créer une émission femmes, ou sur les femmes, parce qu'il n'y en avait pas à la Radio Kapi. Et donc j'ai créé une grosse émission de 4 heures de temps où on passait des recettes,
à des cantines pour les enfants, des femmes qui se font remarquer dans différents domaines et tout ça. Et donc après ça, j'ai été animatrice d'antenne et j'ai fini, on va dire, comme directrice adjointe des programmes, donc avant de quitter Radio Capi. Depuis 2015 à 2019, je suis partie, j'étais directrice adjointe des programmes. Donc il m'arrivait aussi de passer à la télévision. Pour ceux qui m'ont connue peut-être à ce profil-là, c'est qu'à la MONUSCO, on avait un programme qu'on appelait MONUSCO Réalité. Donc comme la MONUSCO n'avait pas de chaîne de télévision, on présentait sur place à la MONUSCO et on diffusait sur des chaînes locales. Voilà. Donc c'est ce que je faisais. Donc il y a des gens qui ont eu l'occasion de me voir à la télévision, d'autres qui m'entendaient seulement à la radio, donc qui ne connaissaient que ma voix. Et donc il m'arrivait d'aller quelque part, les gens me disaient « Ah, vous avez la voix de Tina Salama ?» Et donc je disais « C'est moi ». Donc j'aimais bien ces années radio. Et donc c'est comme ça qu'en 2019, je quitte finalement la radio, que j'aimais bien, pour aller à la place publique, donc la plus haute institution du pays, la présidence. Alors, avant de revenir chez les dames, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous avez parlé en fait des reportages que vous alliez faire sur terrain. En tant que femme, jeune, étudiante, d'où vous venait le courage d'aller dans des zones risquées pour faire votre métier, pour exercer votre métier? C'était la passion, c'était une façon de vouloir gagner votre pain quotidien, ou c'était quoi en fait? Je pense un peu de tout, un peu de tout ça, parce que aujourd'hui, quand je regarde en arrière, quand je vois mon parcours, tout ce que j'ai fait, je me demande à moi-même, mais où est-ce que j'ai pu avoir ce courage-là? Alors je me demande, est-ce que je l'avais au fond? Est-ce que c'est parce que je n'avais pas le choix? Parce que, écoutez, c'était après les guerres, comme je l'ai dit, donc il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités pour les jeunes femmes, il n'y avait pas de débouchés, donc même les universités, c'était plus ça, parce qu'on avait beaucoup de professeurs qui venaient d'ailleurs, et qui à ce moment-là ne venaient plus, parce que c'était vraiment une zone un peu enclavée, on va dire, et c'était coupé du reste du pays, et donc il n'y avait pas le choix. Et donc quand tu avais une opportunité comme celle que moi j'ai pu avoir, j'étais très jeune, à peine 20 ans ou moins, et donc, je me disais, je ne peux pas louper. Mais c'est vrai que j'y allais en tremblant, je tremblais de tous mes membres, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Et le pire, comme je l'ai dit, j'ai écrit un livre plus tard, par rapport à mon expérience de vie dans ces zones de conflit. Okay. Alors, je l'ai dit, je crois que le pire pour moi, ça a été de voir des jeunes filles qui avaient pratiquement mon âge, mais qui étaient, on va dire, de l'autre côté de la guerre, qui, elles, ont vraiment vécu la guerre. Les assassinats. Et les viols. J'ai rencontré des jeunes filles qui avaient été violées, qui étaient même tombées enceintes et tout ça. Et donc, même quand on est arrivé dans des zones, après le passage, par exemple, des groupes armés, je me rappelle, à un moment, on est parti à, je ne sais pas si c'était Kamituga, en tout cas, une zone pas très loin de Kamituga, c'était, oui, voilà. Il y avait un général Mai Mai, donc c'est lui qui nous a reçus, mais on est arrivé avec les casques bleus de la MONUSCO, donc les Onusiens. On est arrivé en hélicoptère et tout ça, il y avait des autorités politiques également du RCD, donc on est venu rencontrer ce général Mai Mai, et donc apparemment il ne voulait pas voir les femmes, donc il y avait toutes ces choses-là. Et c'était vraiment quelque chose pour la jeune fille que j'étais. Donc vous prenez une jeune fille aujourd'hui de 20 ans, elle me paraît être la plus jeune. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on ne demande pas à une femme son âge, ne le dites pas, mais je pense que vous avez moins de 25 ans. Oui. Voilà. Exact. Alors vous prenez une jeune fille de cet âge-là, moins de 25 ans ou 20 ans à peine, et vous l'emmenez dans ce terrain-là où c'était vraiment quelque chose. Ça mérite quand même... Alors, je viens de ce côté, on commence une question. Une question. En fait, Madame Tina, vous êtes dans la politique, vous êtes femme, et dans BB1, on parle des femmes. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi les femmes restent sous-représentées en politique. Qu'est-ce qui explique au fait ce quota très faible? En fait, il y a beaucoup de choses qui expliquent ce quota faible. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, et je l'ai dit tout le temps, c'est qu'on en est conscient maintenant. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à en parler et qu'on veut qu'il y ait vraiment des changements. Et je pense qu'il y a des changements, et les changements doivent se faire à tous les niveaux. Parce que moi, je pense d'abord que la sensibilisation devrait commencer, elle devrait être communautaire. Elle devrait commencer dans nos communautés, dans nos familles de base. C'est là qu'on devrait commencer à éduquer non seulement les garçons, mais les filles également que vous êtes, à vous dire que vous valez quelque chose, à vous
vous dire que vous êtes quelque chose, vous pouvez devenir même présidente de la République, que vous pouvez, prétendre à tous les postes importants de ce pays, vous pouvez rêver grand. Mais pour cela, il faut que vous ayez accès aux mêmes opportunités. Et le combat, il est là. C'est de donner aux femmes les mêmes opportunités qu'on donne aux hommes. Donc, on devrait commencer par la base, l'éducation, la sensibilisation, mais également, il nous faut des outils juridiques. Il faut des lois, des textes pour verrouiller cela, pour permettre aux femmes vraiment de pouvoir accéder, que ce ne soit pas juste des souhaits vains, que ce ne soit pas juste de, tout ce qui est théorique, mais vraiment de la théorie à la pratique. Donc, je pense que les partis politiques également, parce que c'est ce qu'on a entendu dans mes années journalistes, en tout cas, dans mon émission sur les femmes. Je me rappelle qu'on posait souvent cette question-là, pourquoi les femmes n'arrivent pas à avoir accès à des postes de responsabilité, pourquoi elles n'arrivent pas à être bien représentées en politique. Et donc, les hommes disaient, écoutez, de un, les femmes ne s'engagent pas beaucoup en politique. Quand nous, on fait nos réunions tard dans la nuit, elles ne viennent pas parce qu'elles doivent rester à la maison, elles sont mariées, elles sont mamans. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Les hommes, ils sont aussi époux, ils sont pères, tout comme nous sommes mères, nous sommes épouses. Mais voilà, donc eux, ils disent les réunions le soir. Qui a dit que pour faire des réunions des partis, il faut le faire le soir ou dans les bars? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Les hommes estiment que les femmes ne s'engagent pas beaucoup. Je pense qu'on devrait peut-être demander aux partis, d'abord, on encouragerait tout le monde à soutenir les candidatures féminines. Il faut soutenir les candidatures féminines. Deuxième chose, demander aux partis politiques de mettre des financements, d'aider les femmes dans les campagnes, de les aider financièrement. Parce que si beaucoup de femmes n'arrivent pas à se lancer, c'est soit parce qu'elles n'ont pas des moyens, parce que vous savez, une campagne, ça coûte cher. Oui. Vous voyez, donc il faut vraiment qu'il y ait tout ça. Et dans les entreprises, peut-être qu'il y ait ce que moi j'appelle des quotas genre. Donc ça veut dire que pour 5 hommes, qu'on exige en tout cas qu'il y ait au moins 3 femmes, si pas 5. Ce que nous, on voudrait, à l'horizon 2050, c'est vraiment l'égalité. 5 hommes, 5 femmes. Mais qu'on commence déjà petit à petit à exiger un quota, genre, dans toutes les entreprises, dans les banques. Et moi, j'aimais bien, je me souviens à la MONUSCO, même quand j'étais dans la boîte, je postulais. S'il y avait un poste un peu plus intéressant, plus élevé que celui que j'avais, en tout cas, je n'hésitais pas à postuler. Et j'aimais bien à la fin, il mettait dans chaque offre d'emploi, on disait que les candidatures féminines étaient fortement encouragées. Et je pense qu'on devrait demander aux entreprises aujourd'hui d'avoir cette politique-là, qui est vraiment une politique genre, pour aider à ce que les femmes puissent avoir accès aux mêmes opportunités, aux mêmes chances. Mais madame, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce courage-là qui manque aux femmes de se lancer? Donc là, vous parlez des femmes, mais pourquoi elles manquent ce courage? Si elles manquent ce courage, c'est peut-être parce qu'elles se disent « ça ne sert à rien ». Ça ne sert à rien, ça ne va pas aboutir. Donc non seulement on devrait sensibiliser les femmes elles-mêmes à ne pas se minimiser, à se valoriser, à savoir qu'elles sont capables. Et moi je dis tout le temps aux gens, moi j'ai fait par exemple l'IFASIC, j'ai fini en politique étrangère, j'ai ma licence, Bac+5 donc. J'ai fini avec beaucoup de garçons, mais il y a beaucoup de filles, les femmes aiment bien le journalisme. Et donc je dis, si moi je finis en même temps que M. Yoshi par exemple, pourquoi vous voulez me dire que lui il est plus intelligent que moi? Comment ça se fait? Si on vient postuler ici à Biwan, en quoi est-ce que lui serait avantagé? En quoi est-ce que lui, sa candidature serait prise au sérieux que moi, la femme, alors qu'on a le même parcours? Donc les femmes, elles devraient avoir non seulement ce courage-là, mais qu'elles soient outillées aussi. Qu'elles aillent à l'école. On veut des femmes instruites. On ne veut pas juste les quotas genre, pour faire joli. Vous savez, à un moment, on disait même que dans des pays occidentaux, pour lutter contre le racisme, on commençait à donner dans les médias un poste bien de présentateur à un journaliste de couleur, comme on dit, non, un noir, un arabe et tout ça pour respecter un tout petit peu ce quota-là. Non, il ne s'agit pas de faire, quota pour quota. Il ne s'agit pas de faire du remplissage ou pour faire joli. Pour dire, vous voyez, on a quand même aussi des noirs, on a aussi des femmes, on a aussi des arabes. Non. Je pense qu'il faut vraiment le faire sérieusement et comprendre que les femmes aujourd'hui, elles l'ont prouvé. Elles sont vraiment des actrices majeures du développement de ce pays. Donc il faut vraiment que les femmes, non seulement qu'elles soient sûres d'elles, mais qu'elles puissent s'outiller. Parce qu'on le dit tout le temps, partout où vous passez,
on vous demande de faire des efforts doubles par rapport à vos pairs masculins. Donc si on voit M. Yoshi aujourd'hui, s'il postule et vous, on voudra vraiment savoir votre parcours et tout ça, votre vie. Donc on va être un peu plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes, vous voyez. Même quelque chose que je remarque souvent quand il y a nomination des ministres, quand il y a un gouvernement, alors il y a des femmes qui sont nommées ministres et tout ça. Et donc tout de suite la question, peut-être sur 17 ministres dans un gouvernement, peut-être disons de 40 personnes, de 57, 40 hommes, 17 femmes, mais vous allez voir l'attention sera mise sur les femmes. On va se dire, mais elle vient d'où? C'est quoi son parcours? Peut-être pas des femmes politiques connues comme Madame Bazaï, on sait ce qu'elle a fait et tout le reste, mais peut-être d'autres femmes, on va se dire, elle a fait quelles études, elle est de quel parti politique, qui la soutient, qui est derrière elle, qui a proposé son nom, vous voyez? Donc il faut qu'on arrête avec ça. Et donc à un moment, tout le monde voudrait voir, est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle va proposer cette fille-là, c'est cette femme ministre, ah bah non, elles nous ont déçus. Et moi je te dis, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les hommes ministres? Pourquoi vous ne posez pas les mêmes questions? D'où ils viennent? C'est quoi leur parcours? Comment ils se retrouvent là? Donc vous voyez, c'est encore vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de la communauté, au niveau de la sensibilisation. Mais les femmes devraient être sûres d'elles parce qu'elles sont vraiment capables de tout faire. Alors, une question? En parlant des leadership. Voilà. Madame, pensez-vous que les femmes incarnent réellement les leaderships féminins en République démocratique du Congo? Que ce soit en RDC ou ailleurs, quand est-ce qu'on a commencé à parler du leadership féminin? C'est pas que ce sont des femmes, on s'est rendu compte en tout cas, ce sont des femmes qui ont brisé le plafond de verre. C'est qu'à un moment, les femmes ont occupé ces postes qui revenaient aux hommes. Ce sont des postes qui, jadis, étaient occupés que par les hommes, ce qui était normal, ce que tout le monde trouvait normal. Et après, on a commencé à voir des femmes qui devenaient premiers ministres, des femmes qui devenaient chefs d'entreprise, qui étaient dans des conseils d'administration, des femmes pilotes même, qu'on se le dise, ce n'est pas que des postes politiques, des femmes d'affaires, donc des femmes qui faisaient tout ce que les hommes faisaient et qui le faisaient très bien. Aujourd'hui, Angela Merkel, regardez comment elle a épaté toute l'Europe, comment elle incarne, pour moi, c'est vraiment elle, Angela Merkel, l'incarnation du leadership féminin. Ouais. Elle a très bien fait avec brio, mais vraiment, pour moi, c'est... vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à un moment, on a commencé à voir ce leadership-là s'affirmer, se confirmer de plus en plus. Et ça a même donné courage à d'autres femmes. Vous avez parlé des femmes qui doutaient d'elles, qui étaient timides, qui se disaient est-ce que nous, on peut le faire? Et donc, les choses commencent à évoluer. Et je pense que beaucoup de gens sont conscients aujourd'hui, que ce soit dans notre pays, on a une femme qui était présidente de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un très bel exemple. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Et on a vu ce qu'elle était en mesure de faire. Quels que soient les... comment dire, je ne vais pas rentrer en politique. Ce n'est pas une émission politique. Mais c'est une femme, mais vraiment digne de ce nom, compétente, sûre d'elle. Et je pense qu'elle a inspiré peut-être d'autres femmes, même celles qui sont députées, qui ont peut-être été nommées dans leur petit village et tout ça, quand elles ont vu une femme au perchoir de l'Assemblée, ça donnait du courage. On a des femmes ministres aujourd'hui, mais vraiment, c'est en train de grimper. En termes de pourcentage, si à l'époque on en était, je ne sais pas, à 9%, on est passé à 17% dans le premier gouvernement, le gouvernement de Ilunkamba, je crois, et puis dans celui de Samalou Kondé, on est arrivé, je crois, à 21%, donc ça ne fait que monter. Ça veut dire, et comme je l'ai dit encore une fois, il ne faut pas penser que pour s'en sortir, pour réussir, c'est uniquement politique. Pour montrer que les femmes dans ce pays se font remarquer ou des femmes sont intelligentes, c'est seulement parce qu'on voit, pour la première fois, il y a une porte-parole d'un président qui est femme, Madame Tina Salama. Non, c'est de comprendre que c'est dans tous les domaines. Et c'est ce que je dis aux femmes. Pour réussir, pour faire parler de vous, ce n'est pas qu'en politique, c'est dans tous les secteurs de la vie, dans tous les autres domaines. On veut des femmes d'affaires. Il y a une femme, je pense, qui est à Glencore, Marie-Chantal Kaninda. Il y a des femmes comme Nicole Soulou. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, le Makutano, le réseau Makutano. Elle réunit des gens, des chefs d'État, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et ça fait parler du pays, même à l'étranger. Vous voyez, donc chacune dans son domaine, mais excellons, faisons bien les choses. Donc c'est ça le leadership féminin que les femmes sont en train d'atteindre. Bien évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des pesanteurs qui nous tirent vers le bas, qui font à ce que ça n'évolue pas plus que ça. Mais on incarne de plus en plus
leadership féminin. Très bien dit. Moi, j'aimerais savoir un peu, pensez-vous que le leadership, c'est quelque chose d'inné ou quelque chose qui se travaille? Les deux, les deux. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec ça. Hein. Beaucoup pensaient même que le leadership était inné. Je me souviens, j'avais un cours comme ça, j'ai fait un Master 2 en management des médias en France, et donc j'avais un cours sur le leadership et le management. Okay. Et les gens disaient au fond que le management, ça s'apprenait. C'est des cours, on vous apprend comment diriger des équipes, et vous arrivez comment dire, vous arrivez à le faire parce que vous avez suivi des cours, parce que. Exactement. Alors que le leadership, il est inné. Mais d'autres gens ont dit, eh ben non, même le leadership s'apprend. Parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Il faut juste voir dans quelle catégorie vous vous situez. Il faut l'améliorer, il faut l'outiller, il faut le rendre un peu plus consistant. Donc, il y a des femmes qui peut-être n'étaient pas sûres d'elles, qui peut-être manquaient des atouts nécessaires pour pouvoir être leader, mais qui se sont donné les moyens. C'est pour ça que c'est ce que je dis aux femmes. C'est bien d'être ambitieuse, mais donnez-vous les moyens de vos ambitions. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Il ne suffit pas d'être femme et de se dire on va me privilégier parce que je suis une femme, on va me faire... Ah non, c'est très compliqué maintenant. Alors, il faut vous donner ces moyens-là, aller suivre des formations, aller dans des réunions, je ne sais pas, tout ce qui peut vraiment vous aider à sortir de votre cocon et d'éclore, d'éclore, de vous épanouir. Il y a vraiment un leadership qu'on peut acquérir sur le chemin. Très bien dit. Encore une question. Aujourd'hui, vous avez parlé de gouvernement qui arrive avec le quota de pourcentage femmes qui monte. C'est aussi parce que les femmes qui accèdent ont eu des études comme il fallait, ont grandi dans un monde, avouons-nous, un peu plus différent qu'aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, madame, quand vous observez la jeunesse aujourd'hui, vous observez, je parle des femmes, les Kabelo, les Dubaï, les Afrique du Sud, les Brazzaville et tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a l'espoir? Est-ce qu'il faut croire en la femme? Est-ce qu'il faut se dire qu'en 2050, réellement, on aura 50% des femmes qui sont dignes d'être à ce poste-là, de gouverneur, de ministre? Ou bien il y a un vrai travail à faire? Monsieur Chi, est-ce que vous avez un problème avec les Kabelo? Pas du tout, mais on observe. Hein? Moi, ce que je dis aux femmes, les femmes, de par leur nature, sont coquettes. Regardez comment elles sont belles, regardez les couleurs, le maquillage. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont belles, mais ça ne suffit pas. Ça ne devrait pas suffire. Une femme ne devrait pas se contenter seulement d'être belle. Si Bertie se sent belle avec des Kabelo, il n'y a aucun problème. Si Aurélie se sent belle avec un pot de fleurs sur la tête, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'Aurélie, Bertie pense pouvoir donner à la société? Exactement. Aller à Dubaï, ce n'est pas mauvais. Si moi je travaille, j'ai travaillé, je pense, depuis que j'avais 20 ans, je n'ai pas arrêté non-stop. Non-stop, je n'ai jamais arrêté. Sauf peut-être des congés, des petits congés que je prenais. Okay. Et donc, si vous me voyez à Dubaï, dans le désert, en train de m'amuser sur un chameau, vous allez dire, ah bah oui, vous voyez la génération des femmes d'aujourd'hui, elles veulent seulement aller à Dubaï, elles veulent aller en Afrique du Sud, Kabelo jusque-là. Ben après un travail de 20 ans, c'est exactement, c'est pour dire que l'un n'exclut pas l'autre. On peut bien s'amuser, on peut bien se maquiller, Kabelo, fond de teint, talons, jusque-là. Mais au-delà de ça, quelles sont les autres valeurs que vous avez? Oui. Et c'est vrai qu'il y a un problème en ce moment avec l'avènement des réseaux sociaux, à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique, où tout est digitalisé, tout est vendable. Et tout le monde veut se vendre. Personne ne veut rester en reste. Tout ce qu'on fait, on veut mettre ça à la place publique. Il y a cette pudeur-là qu'on avait, on est en train de la perdre. Et même si vous voulez être en retrait, vous avez l'impression de ne pas être, comment dire, que c'est vous le problème en fait. Oui. Et c'est comme ça que vous allez voir des jeunes filles, des jeunes simplement, il va manger au restaurant, photos, réseaux sociaux. Kabelo, vacances à Dubaï, photos, réseaux sociaux. Vous êtes avec votre épouse, donc même la vie privée, elle n'existe presque plus. C'est un monde très dangereux, mais on n'a pas le choix. Je crois que c'est tout le monde qui est embarqué dans ça, mais à consommer avec modération. Je conseille toujours aux gens, il faut y aller mollo, parce que c'est un monde virtuel, c'est un monde un peu faux, qui nous ment. Vous allez penser que vous êtes quelqu'un d'important, parce que... Et vous savez, c'est avec ça qu'il y a eu ce réseau-là, on va dire, ou ces concepts-là des femmes, ou les influenceurs.
Il y a maintenant des influenceurs sur les réseaux sociaux parce que il met sa vie, il étale toute sa vie, il a beaucoup de suiveurs, hein, les followers. Ouais. Et donc les jeunes filles belles comme ça, elles se disent ah oui moi aussi. Donc c'est photo, selfie, voilà. Donc à un moment, on se pose vraiment les bonnes questions, comme celle que vous aviez posée, Monsieur Oshé, de se dire avec cette génération-là, est-ce qu'on va s'en sortir, pardon. Ah bah si, on peut très bien s'en sortir, parce qu'ailleurs, ces mêmes réseaux sociaux sont des outils de travail. Il y a des gens qui utilisent ça à bon escient et ça arrive à payer, ça arrive à leur apporter quelque chose. Exactement. Donc il y a moyen de bien faire les choses, il y a moyen de combiner, de trouver un juste milieu entre cette envie de trop montrer, cette envie de vouloir trop s'exposer et cette envie d'être quelqu'un de bien, d'avoir des valeurs, de travailler pour la société, d'avoir un impact dans la société dans laquelle on vit, pour les générations qui nous regardent. Voilà. Très bien dit. Aurélie? J'ai une question, Madame Tina. Vous avez certainement des rêves. Alors, parmi vos rêves, est-ce que voir une femme à la tête de la RDC, ça fait partie de vos rêves, ça? Bah écoutez, je vais postuler moi en 2028. Donc, Ouais, ça sera vous la prochaine, alors. Bon, bah oui, moi je l'ai dit, hein, je pense l'avoir dit, je pense avoir... le chef de l'État l'avait dit, mais je pense que dans une interview, je ne sais pas qui l'a dit le premier, mais dans une interview, je ne sais plus avec quel média, on m'avait posé cette question, et moi j'ai dit bonnement que je ne serais pas surprise que dans les 10 prochaines années, qu'on ait une femme à la tête de la RDC. Et il y a des gens qui ont trouvé ça assez fou. Quel rêve, mon Dieu, on n'imagine pas, déjà dans des pays très développés comme la France, on voit comment les candidates féminines ont du mal. Aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse. Hein. Avant, il y avait, je pense, Martine Aubry, Ségolène Royal et tout ça, c'était assez difficile. Hillary Clinton a essayé aux États-Unis, donc pour vous dire que même dans les démocraties les plus évidentes, c'est pas encore évident, pour me répéter, mais c'est possible. Et j'ai beaucoup aimé dans un des discours du chef de l'État, il a dit que lui il se verrait bien remplacé par une femme. Mais qu'est-ce que j'ai applaudi dans mon petit coin. Mais les gens te disent que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est jamais facile, mais moi je le vois très très bien. Et j'encouragerais vraiment les femmes, celles qui sont tentées, celles qui le rêvent déjà, de se préparer. Une question, Berthier? Madame, selon vous, quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour pouvoir inciter les femmes à envisager des postes à grande responsabilité? Pas beaucoup de choses, comme je l'ai dit. D'abord, la sensibilisation, l'éducation. Non, les concerner elles-mêmes, on doit pouvoir leur dire qu'elles peuvent y arriver, qu'elles sont capables, qu'elles ne se minimisent pas. Donc, sensibiliser d'abord ces personnes-là, les concerner, avant de les envoyer sur le marché, entre guillemets, de sensibiliser la communauté, les hommes, messieurs Yoshi qui nous accompagnent. Dire à votre frère, quand vous grandissez, que votre rôle à vous, parce que vous êtes jeune fille, c'est pas forcément de faire la vaisselle et lui t'asseoir dans sa chambre à jouer à la PlayStation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les parents ont un rôle important. La communauté, l'environnement, l'entourage, même dans les villages, les chefs coutumiers, leur montrer que la femme, son rôle, ce n'est pas seulement de se marier, surtout les mariages précoces qu'on a beaucoup dénoncés dans les milieux, dire qu'une femme devrait avoir la chance. C'est pour ça que je salue beaucoup le programme de la gratuité qui a permis en tout cas à beaucoup de jeunes filles d'être scolarisées. Parce que vous savez, à un moment, on disait que dans les familles, on était obligé de sacrifier les femmes, les jeunes filles. On te disait, toi, tu ne vas pas à l'école parce que tu vas te marier finalement, tu auras le nom de ton mari, privilégier ton frère. Et les femmes acceptaient, donc c'était conditionné comme ça. Je me disais, bon, à 18 ans, 20 ans, je me marie, autant mieux que les garçons aillent à l'école parce que lui va être un père de famille, parce que lui va être quelqu'un dans la société. Avec la gratuité, ça change. Les jeunes filles vont à l'école, mais aussi la sensibilisation. Il y avait une belle campagne que j'aimais bien avec l'UNICEF à un moment, toutes les filles à l'école, pour dire arrêtez avec ces histoires-là, donner les mêmes chances aux garçons et aux filles. Donc, on doit pouvoir dire aux filles que se marier très tôt, ce n'est pas ça la finalité, avoir un bébé très tôt, ce n'est pas ça. Bien évidemment, il faut l'équilibre, parce que quand on parle de ces choses-là, dès qu'on dit ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui pensent qu'on est féministe et qu'on pousse les jeunes filles à ne pas se marier, à ne pas faire d'enfants, parce qu'elles doivent être ambitieuses. Non. Angela Merkel est bien mariée, je pense qu'elle a des enfants.
mais elle est aussi une figure incontournable de la politique allemande. Donc je le dis encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Et une femme sait trouver l'équilibre entre ça, entre sa vie de famille et ses ambitions. Donc c'est juste dire qu'il y a des choses vraiment à mettre en place pour qu'on puisse arriver à faire tomber ces barrières-là. Donc sensibiliser, envoyer les filles à l'école, donc l'éducation. Aussi, j'ai parlé des textes et des lois. Donc il faut qu'il y ait ce soutien juridique. Et là, ce sont les pouvoirs publics qui devraient aider, la société civile, les organismes internationaux, pour pouvoir parler de ça, les quotas genre dans les entreprises, des lois, par exemple, pour lutter contre le harassment, qu'on dit en anglais, en français, harcèlement. Voilà, harcèlement sexuel, violence basée sur le genre et tout le reste. Donc, qui est vraiment des lois sévères qui puniraient cela. Et donc, vraiment verrouiller, ouvrir, même dans nos législatures, pouvoir exiger ce qui est vraiment un quota des femmes députées, on en a besoin. Je pense que dans certains pays, il y a déjà cette façon de faire, et ça porte des fruits. Comme au Rwanda, on a appris qu'il y a plus de 50% des femmes dans le gouvernement, au Parlement également. Donc, ils ont créé des mécanismes pour pouvoir demander aux partis politiques de pousser plus des femmes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette égalité-là. Et on devrait peut-être suivre des choses comme ça, copier ce qui fonctionne bien ailleurs. Donc d'abord, les concernées elles-mêmes doivent vraiment se réveiller, mais aussi il faut qu'il y ait l'appui de toute la communauté pour pouvoir arriver à cela. Très bien dit, mais moi j'aimerais savoir un peu les leaderships féminins, l'émancipation des femmes, l'entrepreneuriat des femmes. N'est-ce pas des choses qui aujourd'hui sont à la base de divorce précoce dans les foyers? Parce que aujourd'hui et hier, on se rend compte que les mariages africains en général, des jeunes ne traînent plus assez ou ne sont plus assez solides parce que la femme va dans le mariage déjà avec son côté leadership en tête, avec les lois, avec les faits, c'est que vous avez dit tout à l'heure que l'homme peut aussi laver les assiettes, comme moi je suis fatigué, avec tout ça. Aussi longtemps que si on recule de 20-30 ans, c'était tout autre chose pour l'Africain. Est-ce que ces choses-là sont-elles à la base de précoces divorces? Parce qu'on se rend compte vraiment qu'aujourd'hui, les jeunes qui se marient divorcent rapidement par rapport à nos parents. Je pense que c'est vraiment, c'est encore une fois des clichés, parce qu'il n'y a pas eu d'études qui le prouveraient. Il n'y a aucune étude qui dit aujourd'hui que s'il y a plus de divorces dans ce pays ou dans ce continent, en Afrique, c'est parce que les femmes sont émancipées, ou elles veulent être émancipées, ou elles réclament leurs droits. Je ne crois pas. Dans les pays, je vous ai parlé des pays vraiment très ouverts sur ce plan-là, mais ce sont des pays où il y a les plus de divorces. Alors que dans ces pays-là, en France, par exemple, aux États-Unis, ces questions ne se posent presque plus, ou pas de la même façon. On a toujours les mêmes problèmes, hein, c'est vrai, mais pas de la même façon qu'en Afrique. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui dit que dans notre pays, c'est différent, parce que les femmes veulent qu'on les reconnaisse à leur juste... comment ? À leur juste valeur, oui. Qu'il y aurait de divorce. Je pense que s'il y a des divorces, il faut chercher les causes ailleurs. Peut-être parce qu'on se marie trop tôt, peut-être qu'on se marie pour faire plaisir à la famille, à la société, peut-être qu'on se marie parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. Je pense que chaque couple a ses réalités qu'il ne faudrait pas élargir ou qu'il ne faudrait pas, copier sur tout le monde. Chaque couple a sa façon de vivre, de faire, de voir les choses, de s'aimer, de voir son avenir. Donc, si vous n'arrivez pas avec votre épouse... Vous aurez beaucoup des électeurs en 2028. On applaudit pour madame. Hein. Et aussi, monsieur Oshi, quand ça échoue dans un couple, pourquoi vous voulez attribuer la faute à la femme? Vous êtes d'accord, vous Moi, je suis d'accord. Voilà. Donc, la faute revient aux deux. Comme on dit, pour danser le tango, disons pour danser la rumba, il faut être deux. Donc si notre rumba est en train de boiter, pourquoi on va m'attribuer à moi, la femme, la faute? C'est que toi-même, tu n'as pas su me donner le bon rythme. Qu'on se les dise. Hein. On va applaudir encore une fois.
Alors, on est en train de chuter. Peut-être une dernière question de ce côté. Ouais, une dernière question. Alors, Madame Tina, nos téléspectateurs ont l'occasion, une fois de plus, d'apprendre un peu plus de vous. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui manque à la femme, particulièrement la femme congolaise, d'exploser? Qu'est-ce qui lui manque? Rien ne lui manque. Rien ne manque à la femme. Et je pense qu'elle a fait quand même des preuves. Parce que moi, je me rappelle, quand je commençais à la MONUSCO, il y a un bureau genre jusqu'à présent. Et c'était vraiment à ce moment-là où on en parlait de plus en plus dans ce pays. Et nous, on allait sensibiliser dans les écoles. À Kimwenza, on allait un peu plus loin, vers Maluku, pour parler vraiment de ces questions sur le genre, sur la promotion de la femme. Et quand je regarde aujourd'hui, je pense qu'on a quand même avancé. Il y a vraiment des petites avancées à saluer. Et je pense que la femme est prête aujourd'hui. Les jeunes filles sont ambitieuses. Tout le monde se rend compte, même les hommes un peu machos, on va dire, qui, par leur éducation et tout le reste, savaient ou se disaient que les femmes devaient rester dans la cuisine. La place de la femme est à la cuisine. C'est bien, pas que. Moi, j'aime bien cuisiner. Il ne faut pas qu'on dise aux femmes que parce que vous avez des ambitions, vous allez laisser la cuisine. On va cuisiner, mais on va aussi postuler à la députation. On va s'occuper de nos enfants, mais on va aussi avoir des rêves d'être président un jour de ce pays. On va faire la vaisselle, nettoyer la maison, mais on a aussi des rêves de devenir des femmes d'affaires connues, des femmes milliardaires, millionnaires, de travailler dans de grosses entreprises, d'être dans les conseils d'administration. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, que l'un n'exclut pas l'autre. Nous gardons notre nature féminine, nous restons des femmes, mais nous avons des ambitions. Donc, je pense que la femme, aujourd'hui, elle est prête, elle a brisé, elle est en train de briser ce plafond de verre. On lui montrait avant qu'elle était limitée, que son rôle était de se marier, de se taire, de s'occuper de ses enfants pendant que son mari allait travailler. Aujourd'hui, les femmes occupent pratiquement les mêmes fonctions que les hommes, dans les entreprises et tout le reste. Maintenant, il faut un peu plus. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est l'accès aux mêmes opportunités, aux mêmes chances. La réduction, voilà, la réduction des inégalités. Il y a encore des inégalités. Nous, on veut l'équité. L'équité, j'aime bien par rapport à l'égalité, c'est que, vous voyez bien cette image-là, où il y a une limite, là, comme un plafond, et vous mettez un petit enfant, et vous mettez un grand monsieur, disons comme monsieur Oshi, et vous mettez une personne vivant avec un handicap. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances pour voir à l'horizon? Non, parce que celui qui est grand de taille, forcément, il a la belle vue, il voit. L'enfant, même s'il se bat, il fait tout ce qu'il faut, il n'a pas moyen de... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de l'équité? Pour donner à tout le monde les mêmes chances, on prend un tabouret, on met l'enfant sur le tabouret. Donc là, il a pratiquement le même niveau que le monsieur qui est debout, que je représente par monsieur Oshi. Et puis, vous avez la personne avec un handicap, on lui met aussi quelque chose qui lui permet de voir. C'est ça qu'on appelle... donner la chance à tout le monde. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de demander. C'est ça l'équité. Donc c'est au-delà même de l'égalité. Pour qu'on arrive même à parler de ça, donc, il faut l'équité, il faut que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités. Si les femmes peuvent aussi aller à l'école aujourd'hui, demain, elles peuvent revendiquer une place dans la société. Et au-delà de tout ça, il faut maintenant que les pouvoirs publics viennent appuyer, viennent soutenir, avec des lois, avec des textes, avec ce quota genre. Donc je pense que la femme congolaise aujourd'hui est prête. La question ne se pose plus, mais c'est maintenant comment. Et comment est-ce qu'on arrive à faire plus que ce qu'on a fait jusque-là. Très bien dit. Alors, une dernière question, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes devant un ascenseur. Vous y entrez et qu'il y a coupure de courant. Vous devez y faire 5 minutes. Mais dans cet ascenseur, vous devez passer du temps avec une personnalité, féminine ou masculine, qui a existé, déjà morte ou vivante. Quelle est cette personne que vous rêviez de passer du temps comme ça, à deux, qui peut vous inspirer encore plus, qui peut vous parler, à qui vous pouvez vous référer? Difficile comme question. C'est Tina, la femme politique, Tina, c'est compliqué. Tellement des gens. La globalité. Mon père. Votre père. Mon père. Au-delà de votre père. On acclame quand même, comme ça. Elle va plonger encore. Au-delà de la famille, au-delà du président, j'aimerais que ça soit une personnalité qui vous a beaucoup inspiré.
Che Guevara. Che Guevara, c'était un révolutionnaire, mais je pense que c'était un destin qui a été brisé très tôt. Le Che, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et je pense que beaucoup de gens dans les publics s'attendaient à ce que je puisse parler peut-être d'une femme. Hein, vous savez, c'est une féministe, elle va parler d'une femme. Et ben non. Hein. Non, Che Guevara, effectivement, parce que j'aimais beaucoup ses idées. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Cuba, son mode de fonctionnement, et ça a l'air de marcher comme ça. Mais je crois qu'il rêvait peut-être plus de son pays et pas que du Cuba et d'autres nations. Il serait venu jusqu'à RDC. On dit qu'il est venu dans les forêts congolaises. Il a rencontré Mzee, Laurent Désiré Kabila. Et donc moi, c'est ce jeune homme... J'aimerais qu'il m'explique d'où lui est venue cette passion, qu'est-ce qu'il voulait, quels ont été les défis auxquels il a fait face. Non, vraiment, j'aurais aimé 5 minutes avec Che Guevara. C'est vraiment le summum, quoi. Encore une fois. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Il y a des femmes qui vous suivent, qui doutent d'elles, qui hésitent sur leur carrière, qui hésitent à faire le bon choix pour la vie. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra en face de vous et leur dire quelques mots qui sortent de votre cœur pour qu'ils soient sûrs qu'un jour, les soleils peuvent sortir pour eux aussi. Voilà, mesdames, vous pouvez le faire seul, mais on peut le faire collectivement. Faisons-le ensemble. Ça, je fais appel aux femmes, c'est qu'il y a un problème de sororité. Les hommes se soutiennent facilement entre eux, et nous, les femmes, nous avons d'abord ce problème-là. Si on commençait par se soutenir, si on commençait par se tenir la main, quand l'une monte, les autres sont derrière pour pousser qu'elle monte plus, et celle qui est montée, qu'elle ne se dise pas qu'elle est arrivée seule, qu'elle tende également la main à celles qui sont encore en bas pour se dire « venez ». On n'est pas... on est peut-être nombreuses, mais on a encore beaucoup de défis. Mais si on est ensemble, on va vraiment faire des merveilles, on va aller très loin. Et n'hésitez pas, mesdames, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous. Vous êtes vraiment capables de faire tout ce que les hommes font. Outillez-vous, donnez-vous les moyens de vos ambitions et vous allez y arriver. C'est sur ce mot, en tout cas, que nous allons clore cette émission. Un dernier mot peut-être, quelque chose Je ne sais pas si le public a une question à poser, mais apparemment, vous n'avez pas cette façon de faire. Non, par rapport au temps aussi, on y pratique. Ah, très bien. Donc, c'était un plaisir. Hein. Des dédicaces au ça. Braza, la bonne sanité, la Kauka. Non, à tous ceux qui me suivent, à toutes ces femmes qui pensent que c'est encore possible, c'est vraiment possible. Et pour ce pays, en tout cas, on rêve d'une nation forte, hein, que le Congo puisse aller très loin. Voilà. Donc, beaucoup de bonnes choses. On est encore en début d'année. Hein. Donc, je pense qu'on souhaite vraiment que des choses très bien se passent pour notre pays. Et donc, voilà, merci de m'avoir invitée. Mesdames, c'était un plaisir. C'est nous. Restez aussi belle que vous l'êtes, aussi intelligente et rêvez plus grand. C'est nous, en tout cas, qui vous remercions. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. N'oubliez pas, hein, en 2027... CV déjà, ils allaient après. 2023 déjà, on va tenter ensemble, n'est-ce pas? On essaie en 2023 ensemble? Vous voulez bien que je sais? CV au quota A. Merci. Alors, on va faire comme d'habitude. On lève nos mains, tout le monde. On lève. Allez, on fait bye-bye. On s'acclame, non?